Nous sommes le 28 mai 2020. J'ai du mal avec l'année encore. Vous écoutez La Route du Chemin, le podcast qui parle de jeux de plateau et autres. Épisode, j'ai pas le numéro, on doit être épisode 9 ou 10. Donc salut, ça faisait 15 jours, 3 semaines qu'on n'avait pas enregistré de numéro. Alors on est à peu près sorti du confinement, donc on a un bon petit sujet aujourd'hui. Je suis pas tout seul pour en parler. Alors, pour une fois, on n'a pas Alexandre, donc c'est peut-être le premier numéro où il n'y a pas Alexandre d'ailleurs. Mais on a Johan. Salut Johan. Bonsoir. Salut Johan. Salut les gars. Johan, on t'avait entendu dans l'épisode en fait où tu parlais sur l'épisode de retour de la Route du Rhum 2019 de novembre, où on s'était tous rassemblés faire du jeu de plateau, où tu parlais de Formule D, etc. avec passion. Ouais. Et du coup, j'étais persuadé que tu avais déjà participé à l'émission. Non, la seule fois où j'ai participé, j'étais bourré, j'étais dégoûté qu'Emilie nous ait tout gagné la Formule D. D'ailleurs, pour votre plaisir public, on va passer l'extrait maintenant. Ouais. Bande de salauds. Ça, c'est pour ma gueule. Hein. C'est parce que... Allez Le montage est simple. Hein. Et nous sommes aussi, donc vous l'avez reconnu, avec Xavier, malheureusement. Salut Xavier. Salut Ben, ça va ? Ouais, salut, bah oui, ça va. Je suis content de pouvoir refaire plus de 100 km à partir du 2 juin. Et donc, nous sommes également avec Florent. Salut Florent. Salut Ben. Salut. Tu vas bien ? Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation, parce que je pense qu'on a un sujet sympa. On va passer une petite heure à discuter de tes projets de jeu parce que Florent, donc essaie de concrétiser des idées de création de jeux depuis quelques temps, et donc c'est un processus qui est intéressant et qui nous fait partager au travail, parce qu'on est collègues avec Florent et il nous fait tester ses jeux et il fait évoluer les prototypes, et je trouvais ça passionnant. Donc, si on n'avait pas eu d'annulation, il serait peut-être passé nous faire jouer à ces jeux. Donc c'était la Route du Rhum de avril qui a été annulée. Mais voilà, il est là pour nous en parler aujourd'hui. Merci Florent. Et on est aujourd'hui, parce qu'on est déconfiné, on est au camp pirate d'Edenoria. Donc, sur l'endroit où on peut trouver du rhum encore à moins de 100 km. Ouais, moins de 100 km, ça va. Angers, Tours, donc on est à peu près au milieu, ça va. Bon, ils sont un peu bruyants, ils sont encore tous bourrés comme d'habitude. Mais au moins, on se retrouve et on a du rhum. Et bah c'est parti. Jingle. Alors Florent, on va commencer par toi. Tu vas être un peu le fil rouge de cette émission. Ok. On va parler d'abord on va avancer petit à petit dans ton parcours de joueur et jusqu'à la création et tes derniers jeux. Je pense qu'ils vont nous occuper la plupart de l'interview. On va parler d'abord de ton parcours de joueur. J'imagine que tu n'as pas commencé à jouer soudainement à 28-30 ans. Tu as probablement un parcours derrière toi. Quand est-ce que tu as commencé à jouer Tu me fais vachement plaisir sur le 28-30 ans parce que j'approche des 39. Hein. Ouais, effectivement, j'ai pas commencé à jouer à cet âge-là. En fait, je suis né dans une famille de joueurs où vraiment on jouait tous les week-ends. Tous les week-ends de mes 8 ans à mes 23 ans, où j'étais encore chez papa-maman, c'était belote, Scrabble ou tarot avec les tontons, mais vraiment tous les dimanches, quoi. Ah, c'était jeu de cartes. Et c'était jeu de cartes, vraiment jeu de cartes. Du coup, même aujourd'hui, mon père est un indécrottable du jeu de cartes, il ne se passe jamais rien d'autre. Et moi, il s'avère que je suis le petit dernier. J'ai plein de cousins du côté de ma mère. On est 30 cousins. Du côté de mon père, on est 26 cousins. On est 56, tu vois. Et il s'avère que je suis le dernier côté de ma mère. Je suis le 30e, je suis le tout petit. Et donc, quand on joue aux cartes, il n'y avait jamais de place pour moi. Donc, je regardais les gens jouer. C'était un petit peu ça, mon parcours de joueur. Donc, j'ai commencé à apprendre la belote et le tarot. J'avais 8 ans.
Et normalement, je les regardais jouer, je me mettais sur les genoux de mon père, je regardais ce qu'il faisait. Et puis, le joueur plutôt traumatique, quoi. Non, parce qu'en fait, je crois que au-delà du jeu en lui-même, ce que j'aime, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir autour du jeu, où on peut s'engueuler, on peut se pourrir, notamment à la belote, mais t'as fait de la merde et tout ça, et de façon complètement sans conséquence. Enfin, je veux dire. C'est beaucoup plus dur au boulot de faire ça, tu vois. de dire à quelqu'un qu'il a fait de la merde sans conséquence. Ouais, quand la partie est finie, sauf si t'as fait ça à chaque partie pendant 10 jours pendant les vacances, normalement tu t'embrouilles pas avec les gens après une partie de belote, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, souvent, j'avais le droit de faire le dernier tour. C'est-à-dire, j'attendais, ils faisaient 3 parties, puis ils avaient fini de jouer, puis tac, je pouvais faire un dernier tour, un petit tour de cartes. Et c'était le rêve. Et puis après, en grandissant, mon frangin est parti, et donc je me suis retrouvé remplaçant officiel, et là, j'ai pu jouer tous les week-ends aussi. Et ça, c'était vraiment cool. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup d'autres jeux à la maison, à part ceux-là. En revanche, j'avais un copain, Manu, chez qui j'allais... bonjour Manu. Chez qui j'allais presque toutes les vacances scolaires, où on allait chez l'un, chez l'autre. Et lui avait pas mal de jeux. Et du coup, ce que je faisais en rentrant chez moi, c'est que je m'amusais à refaire les jeux auxquels on avait joué. Et un des tout premiers jeux et qui a marqué, parce que je dirais je les ai notés, il y a quelques jeux comme ça qui marquent un tournant dans la vie d'un joueur, et un des tout premiers c'était HeroQuest, où pareil j'avais joué, je sais pas, j'étais en CE1, CE2, quelque chose comme ça, et j'avais trouvé ça mais absolument génial. Et HeroQuest, c'est vraiment HeroQuest, le jeu de société, pour moi c'est pareil, hein, qui changeait du tout au tout par rapport à ce qu'on avait joué avant. Mais tu sais quoi, on avait quoi là, vous aviez 10 ans, enfin, moi quand j'ai découvert HeroQuest j'avais 8 ans, 10 ans, tu vois. Et c'est un jeu qui en fait qu'embarque toutes les qualités du jeu de rôle dans ce qui est projection de l'imaginaire. Et donc ton imagination galope, tu sors d'une partie d'HeroQuest, t'as de l'aventure plein les oreilles. Tu rêves, donc du coup... un peu comme le jeu de rôle, moi j'ai des enfants là qui ont 8 et 5 ans, ils découvrent le jeu de rôle, ils découvrent les jeux de figurines comme ça, ils ont les yeux, enfin c'est des films. En plus tu découvres la figurine, tu découvres l'existence même de l'imaginaire tout autour de la créature. Enfin, tu vois, un elfe, avant HeroQuest je savais pas ce que c'était, un orque non plus. Et si, à la limite c'est un gros poisson, quoi. C'est hyper bien de faire jouer des enfants, parce que du coup ils auront plus d'argent pour s'acheter de la drogue. Ils sont grands. Oui, c'est un excellent moyen d'ailleurs. Si vous avez peur que vos enfants traînent, achetez-leur une boîte de descente ou un truc avec des figurines à part. Warhammer, c'est une belle drogue. Gamer Shop, ou Magic est assez pertinent aussi, hein, en termes de drogue. Magic, c'est pas mal aussi. T'as plus d'argent pour le shit, ça marche bien. Mais Magic, ça a un côté addictif, néfaste. Que n'a pas HeroQuest, dans le sens où tu as ton matos et tu peux recréer à partir de ce matos sans en racheter des extensions à l'appel, enfin même s'il y en avait. Mais HeroQuest, on en a parlé un petit peu déjà dans d'autres émissions, mais c'est un jeu qui était aussi diffusé dans les circuits de grande distribution. Oui. C'était un jeu MB. Ouais. MB exactement, et Games Workshop, enfin collaboration, et du coup on le retrouvait à Carrefour, quoi. Ouais. Et du coup c'est un jeu que beaucoup de monde a joué, et il y a beaucoup de gens pour lequel c'était une porte d'entrée vers beaucoup d'autres choses. C'était un jeu quand même assez complexe. Clairement. Et qui était aussi à cheval sur le jeu de rôle. Donc, ok, HeroQuest, donc ça. Ouais, donc également, c'est pas le tien. Donc, tu joues très irrégulièrement. J'y joue très irrégulièrement. Donc, ça te fait fantasmer pas mal et tu essaies de le reproduire chez toi. Et du coup, je l'avais fait chez moi et je l'avais fait toutes les figurines en papier directement. Enfin, j'ai refait le plateau, j'avais tout dessiné. Alors, j'étais petit. Donc ma version s'appelait Heroes West parce que j'avais mal lu le nom du jeu. Du coup, tu peux pas te faire attaquer pour les droits, là, c'est bon. Personne n'avait pensé à ce nom-là. Et voilà, et assez rapidement, ça avait été la frustration extrême, puisque le problème des pièces en papier, c'est que ça s'envole dès qu'on éternue. Du coup, je l'ai refait après, mais avec des Lego, et en fait, on avait des points de vie, puis on pouvait faire perdre des mains, perdre des jambes, enfin bref, c'était un petit peu différent.
Mais voilà, donc ça vraiment, ça a été un des premiers tournants. Et ce que ça m'a amené aussi vers le jeu de rôle, parce que du coup, mon frangin m'a fait découvrir les livres dont vous êtes le héros. Et puis après, ces jeux de rôle et tout ça qu'il avait un peu planqué dans un coin, parce que ma mère en voulait pas, c'était sataniste. C'était l'époque où les jeux de rôle étaient extrêmement mal vus. Donc tes parents étaient des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle et qui c'était la période où vraiment il y avait le matraquage médiatique. L'affaire Carpentras. Ouais. L'affaire Carpentras. Ouais. Avec Mireille Dumas. Je crois que tous les rôlistes détestent Mireille Dumas. Alors qu'elle a rien fait. Enfin, elle a juste en fait exécuté froidement un truc un peu dégueulasse. Si, elle a quand même fait une émission à charge, mais ce sera l'objet d'une autre émission. Ouais, on fera un spécial Mireille Dumas. Mais ouais, du coup, effectivement, c'était un peu, je disais en cachette et tout ça. Et du coup, j'en avais pas beaucoup. Du coup, j'en écrivais. Et je les faisais jouer à mon pote Manu, qui me faisait lire les siens. Et voilà, c'est un peu commencé comme ça. Donc il y a eu ce tournant-là qui m'a tourné vers tout ce pan du jeu, avec éventuellement gros matos quand même, les jeux un peu jolis et tout ça. Et après, je dirais qu'il y a l'adolescence où là, il est arrivé les jeux plutôt simplistes, genre Tabou, des trucs comme ça, où c'est juste des cartes à la con. En fait, il y a rien comme matos. Et c'est surtout l'idée du jeu qu'ils vendent. Ouais. Après, oui, le matériel est. Ouais. C'était anecdotique en fait, ouais. Et c'était la première fois je me dis mais en fait Time's Up, tout ça. On peut avoir un jeu. Alors Time's Up, j'y reviendrai. Et du coup j'ai aimé ça parce qu'on pouvait vraiment jouer avec rien. Donc Time's Up, revenons-en. Je déteste Time's Up. Je déteste Time's Up parce que j'y jouais avant avec des potes. On appelait ça le jeu du chapeau. On notait des noms de gens sur des petits bouts de papier qu'on mettait dans un chapeau et on piochait le nom machin. Et quand Time's Up est arrivé, je me suis dit mais c'est le jeu du chapeau. Pourquoi ils le vendent à 15 balles? C'est de l'arnaque. Alors que je suis d'accord. Celui qui a acheté un Time's Up, franchement. Non, mais vachement. C'est le jeu où tu joues quand t'es 10-15 quoi. Ouais. J'en parlerai dans l'émission que j'ai prévue depuis 3 ans sur les jeux avec les moins de 6 ans, mais je vous préconise Time's Up Kids, qui est une version juste avec des images. Les images sont très bien faites et très bien choisies, et du coup ça devient un jeu de mime et de vignettes, et pour des enfants de moins de 6 ans c'est extrêmement pertinent, parce que du coup ils doivent décrire, c'est des choses qui sont intéressantes au niveau pédagogie. Et voilà, après vous pouvez le faire vous-même avec des dessins, mais c'est vrai que le jeu est en termes de graphisme et de voilà. Donc du coup je contrebalance votre truc. Time's Up Kids, oui. Time's Up tout court, non. Alors je pense que j'aurais pas le même jeu le même regard plutôt sur Time's Up si j'y avais pas joué avant avec mes propres règles. Là ce qui m'a dérangé, c'est que dans le jeu du chapeau on mettait volontairement des noms de gens qui étaient rigolos à mimer après. Alors que des fois dans Time's Up, mimer Jérôme Bosch, Time's Up, il n'y a pas la carte voilà, Beat par exemple. Ça c'est la version adulte, la version non, c'est mieux de faire avec le chapeau, moi je suis d'accord, tu mets ce que tu veux dedans comme ça, c'est beaucoup plus drôle. Va mimer la mangrove toi. Non mais il y a un truc qui me gêne moi, c'est que effectivement je prends un jeu populaire qui date de la nuit des temps et puis je mets un nom dessus et je le vends. C'est un petit peu douteux je trouve intellectuellement quoi. Après les gens font ce qu'ils veulent après. Hein. C'est du business donc il n'y a pas de... Après, on peut retrouver ça dans d'autres jeux. Par exemple, le loup-garou, moi j'y jouais avec des pièces de monnaie. On appelait ça Anjou Démon. Et il y avait des pièces où en fait, quand tu la retournais, selon le pays qui était derrière, t'étais pas le même personnage. T'étais soit un ange, soit un démon. Mais je sais pas, ça me fait pas le même effet sur Loup-garou parce que je trouve qu'ils ont quand même amené pas mal de personnages différents avec une variété qu'on avait plus difficilement avec les pays d'Europe. Loup-garou. Ouais, puis c'était Loup-garou, je me souviens qu'il y a je sais pas, pendant 2 étés on y a joué à fond et ça, c'est pareil, ça a apporté beaucoup de gens au jeu. Ça a amené beaucoup de gens au jeu, ouais. le Loup-garou. Donc je l'excuse beaucoup parce que c'est des gens après qui sont arrivés vers des jeux plus compliqués, des jeux d'immersion également. Ça commence à dater et ouais. C'est toujours aussi populaire. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que c'est un jeu avec un public adolescent, avec un public... c'est toujours très efficace. Les premières parties de Loup-garou, c'est toujours un grand moment en fait pour beaucoup de gens. Ouais. Moi j'ai adoré ce jeu. Après le problème c'est qu'il reste clivant. Il y a aussi les gens qui détestent et avec qui tu peux absolument pas jouer et qui trouvent que les meurtres sont complètement arbitraires. Alors je ne suis pas d'accord. Les gens en cas à pas avoir des têtes de loup-garou. Mais, ces gens-là c'est tout. Voilà. On faisait la début dans le grenier chez Thomas. Franchement c'était des bons souvenirs quoi.
On avait fait des variantes où il fallait aller éteindre les bougies, c'était très drôle. Mais c'est un jeu d'ambiance, donc en fait, il y a des paramètres pour que ça fonctionne. C'est ça. Et par contre, si tout le monde joue le jeu, enfin si une majorité joue le jeu et du coup l'immersion fonctionne, ça crée quand même des choses intéressantes. Loup-garou tire ce lieu. Moi j'ai des parties mémorables vraiment avec des retournements, et pareil c'est avec rien comme bateau, c'est ça, je trouve ça cool. Et alors pour répondre à la fin de cette dernière question, je serai moins long sur beaucoup d'autres questions. D'accord. Pas plus de 20 minutes par question. Il y a, bon, tu couperas, c'est pas grave. Ouais, oh merde, putain. Et plus dernièrement, je parlerai de deux jeux. Enfin, ah oui, après, je suis parti dans mon appartement, machin, et là j'ai acheté plein de jeux. Et t'as 23 ans. Là, quand j'ai eu 23 ans, ouais. Donc il y a depuis 15 ans, j'ai acheté des dizaines de jeux. Je dois avoir une centaine de jeux à la maison, dont certains j'ai juste lu les règles, j'y ai même jamais joué, mais voilà, je me venge du fait de n'avoir eu que des jeux de cartes quand j'étais petit. Et voilà, donc là je joue vraiment à beaucoup de choses maintenant. Il y a des genres qui reviennent plus, ou des genres que tu évites, ou tu sais que c'est pas ton truc maintenant? Exactement. Alors dans les joueurs que j'évite, en fait, c'est des joueurs que tu évites carrément. Ah, il y a des Tu as des noms à donner. J'ai horreur des jeux qui se basent vraiment sur de l'aléatoire. J'aime bien le hasard, mais pas l'aléatoire, donc ça peut paraître paradoxal. Je vais m'expliquer. Par exemple, à la belote, la distribution des cartes, elle est complètement c'est aléatoire, mais par contre derrière il n'y a pas de hasard, on joue ces cartes au mieux. Si on joue au Blood Bowl, on peut mettre en place une stratégie, elle est parfaite et tout ça, et à la fin tout se fait sur un jet de dés, et si on n'a pas de chance au dé, on perd tout. Je suis du tout d'accord avec ça. C'est un discours que les joueurs de Blood Bowl ont beaucoup. T'en parleras avec Guillaume de ce point-là, mais globalement Blood Bowl c'est un jeu de gestion du risque. Souvent ceux qui se plaignent sur un jet de dés, c'est ceux qui multiplient les jets de dés. Ouais, mais tu dis ça parce que tu joues les nains et Guillaume il joue les elfes noirs. Non, pas du tout en fait. Moi je pense que globalement sur une partie ou sur l'ensemble de tes parties, c'est le talent qui fait la différence, c'est pas le hasard. Ah oui, alors je suis tout à fait d'accord sur l'ensemble, sur la somme des parties. Sauf l'échec en fait. Est-ce que je mets le paquet alors que j'en ai pas besoin? C'est souvent des joueurs qui font des jets de dés et qui n'ont pas besoin de les faire, qui au lieu de jouer la sécurité veulent essayer de gratter un tour. C'est vrai que Blood Bowl, si tu le joues, si tu prends en compte les statistiques, tu calcules les risques, etc., c'est pas un jeu qui a beaucoup de hasard en fait. Ça a pas beaucoup de hasard, mais je trouve que ça en a quand même. Il y a certains jets qui restent critiques, et pour un jeu qui dure aussi longtemps, je trouve ça pénalisant. Ok. C'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de partager. Du coup, ce que tu dis, c'est que la distribution, donc l'aléatoire dont tu parles, donc c'est la distribution du setting au début de la partie. Ouais. Ça, c'est cool. Toi, ce que t'aimes pas, c'est que la partie se joue sur un jet de dés, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc t'es un grand fan de risque. Sur un jet de dés, il y a plusieurs touchdowns. Mais Blood Bowl, je suis d'accord avec vous, il y a pas que ça. C'est juste le premier exemple de jeu qui m'est venu en tête, et donc j'ai mis celui-là parce que je viens de perdre une partie sur un jet de dés foireux. Je suis comme toi. J'aime pas perdre à cause d'un jet de dés ou à cause du hasard, et j'ai tendance à préférer les jeux où il n'y a pas vraiment ce hasard. Et alors après, donc il y a ces jeux que j'aime bien, que j'aime pas forcément. J'aime pas les jeux, donc on peut tricher, ce que je disais tout à l'heure. Et après, c'est encore une nouvelle fois paradoxal. J'aime beaucoup les jeux où il y a une très forte rejouabilité, c'est-à-dire que on va faire une partie, on va en faire 10. Donc quelques exemples, il y a Codenames pour moi où on peut y rejouer beaucoup et c'est vite à expliquer. Just One, c'est esquisser, etc. Ça, on peut vraiment faire beaucoup de parties. Et si on change les gens, ça sera pas la même partie, ça sera pas les mêmes références, et ça, je trouve ça cool. Et paradoxalement, complètement à l'inverse, je me mets à adorer les jeux à expérience unique, comme Unlock ou Pandemic Legacy, mais vraiment quand ils offrent une expérience différente, quoi. À l'inverse, les jeux où on va y jouer qu'une fois parce que expliquer les règles c'est très long, et qu'on peut pas y jouer avec tout le monde, et que quand on fait découvrir un nouveau jeu, y a un joueur qui connaît bien le jeu et qui du coup va se retrouver avec un avantage certain par rapport à celui qui connaît pas, ça m'embête. Et pour moi ça devient presque des jeux à expérience unique parce que tu vas jouer une fois avec des gens, et si tu
tu retrouves pas sur les mêmes gens, bah tu rejoueras peut-être pas parce que tu vas dire bah moi je connais le jeu, je sais que si je fais ça et c'est ça, je combote bien, je vais le défoncer, alors que le gars qui connaît pas, bah il perd juste et Ça, c'est dommage. Les jeux de courbe d'expérience où si tu joues pas avec des gens qui ont le même niveau que toi, il n'y a pas de partie en fait. C'est ça. Ouais. On pourra y revenir dans la dernière rubrique de l'émission. Oui, ouais, on en discutera, ça sera fun. On en discutera. On l'a noté. Tac, on tease la dernière partie, c'est magnifique. Très bien, donc du coup, on cerne un peu, assez éclectique, mais tu limites quand même le champ et j'imagine que tu as un bagage belote, enfin jeu de pli, jeu simple. C'est ce qui ressort un petit peu, ou un peu épure. Bah en fait, y a aussi le fait que quand on fait une soirée, y a pas forcément que des joueurs autour de la table. Ou alors c'est une soirée vraiment jeu, tu vas pour ça, puis tu es hardcore gamer, et là c'est très bien. Mais j'aime bien toujours faire une soirée avec des gens, c'est pas pour discuter, quoi. C'est pour sortir un jeu à un moment. Et il faut y voir. J'ai joué avec des gens qui sont pas joueurs. Et du coup, enfin pas vraiment joueurs. Et du coup, les petits jeux simples qui s'expliquent en 10 minutes, qui se jouent en 20 minutes, bah, je trouve ça très bien. Parce que ça amène des gens au jeu. Il y en avait pas avant et ça amène les gens au jeu beaucoup plus. Les petits party games. Je trouve que, enfin, tu dis on parle pas, on joue. En fait, je trouve que dans une soirée, sortir un jeu, ça fait exprimer d'autres choses des gens et ça permet d'échanger différemment et d'avoir une autre facette des gens. Et on parle d'autre chose en fait quand on joue. Pour moi, c'est pas complètement incompatible avec le fait de construire des choses avec des gens. Au contraire. Mais on découvre les gens en jouant avec eux, de toute façon. Je t'ai beaucoup découvert, Benjamin. J'espère que ça rend bien. C'est comme ça que j'ai découvert que Gaëtan était très vindicatif. Gaëtan, ouais, il est. faut le pratiquer en jeu, Gaëtan. Il est fun. Bisous Gaëtan. J'ai fait un Terraforming Mars avec lui on a fait un Great Western il y a 2 jours. Toujours sympa de jouer avec Gaëtan. Oui, complètement. On se découvre en jeu. Et c'est vrai que c'est un truc aussi, si tu fais pas gaffe, t'es un peu en slip, quoi. Tu te dévoiles pas mal quand tu joues. Oui, complètement. Donc, du coup, ok. Est-ce que toutes ces périodes, donc quand t'étais enfant, t'as fait un peu de créa parce que du coup, t'avais pas les jeux. Est-ce que c'est des choses que tu as repris plus tard ou est-ce que tu disais que tu épluchais les règles plutôt que tu jouais sur pas mal de jeux? Ouais, bah en fait j'ai jamais vraiment, enfin je sais pas, depuis que j'ai eu 8 ans, j'ai toujours créé des jeux, quoi. J'ai jamais arrêté. Après ils sortent pas forcément. Ils se matérialisent pas forcément, mais je pense à des concepts, je les griffonne sur un bout de papier, je tweak des trucs, et après il en sort ce qu'il en sort, mais il y a eu un moment où à l'adolescence il y avait pas mal la mode des jeux vidéo point and click, et j'avais un truc pour faire des jeux, ça s'appelait The Games Factory. Je m'étais fait mon point and click, enfin voilà, j'ai fait une fois une murder party, j'ai trouvé le principe cool, je me suis dit je vais écrire la mienne, et voilà, à chaque fois que je découvre un concept de jeu, ou Time Stories, j'ai fait une partie, je trouvais ça sympa. Je trouve encore plus sympa de pouvoir m'imaginer mon scénario, et puis j'en ai en tête mais que j'ai pas forcément fait, mais j'y réfléchis plus qu'au fait de refaire une partie de Time Stories en fait. Il y a certains créateurs, je pense à Frédéric Henry là, un créateur de jeux qui a fait des tonnes de trucs, les bâtisseurs, les Batman, Conan, etc., et qui disait que lui c'était pas un joueur, il créait des jeux, il créait des règles, ça le faisait kiffer, il les équilibrait, mais qu'en fait il faisait pas trop de jeux à côté, voire quasiment pas, ou ce qu'il faisait c'est il lisait les règles, il regardait les systèmes, ça l'intéressait plus que la partie en soi. Ouais. Alors moi c'est pas tout à fait ça. Moi j'aime quand même vraiment jouer. Je passe plus de temps à jouer qu'à créer des jeux, mais quand même c'est une partie, c'est toujours derrière. D'accord, tu regardes les mécaniques, ça t'intéresse aussi. Moi j'ai un fils de 8 ans qui est vraiment très... donc il s'oriente toujours vers, quand on fait du jeu de rôle, il préfère te mettre du jeu. Quand on joue à un jeu, en fait, à la fin de la partie, il fait des cartes spéciales, il tweak les règles, il fait un mode enfant, il fait un plateau de plus, voilà. Et en fait, on passe plus de temps à tweaker les jeux qu'à jouer avec lui. Ouais. Donc ça me fait un peu penser à ce genre de profil-là. Il fait 2-3 parties, puis après on y revient, mais avec ses trucs. Du coup, Florent, tu crées beaucoup de jeux pour l'argent, on est d'accord? Exactement, c'est que ça. C'est bien ce que je me disais. Avant de passer sur la partie, donc vraiment sur les jeux du moment que tu es en train de créer, quel était le processus, je pense, Xavier, que c'est le moment de lancer la nouvelle rubrique phare du podcast.
Ah, la nouvelle rubrique que tout le monde attend. Oui, ouais, qui a été plébiscitée largement. Le jingle alors. Jingle. Chante Johan, il faut laisser ton cœur chanter. Danse Johan, danse l'espoir, c'est de danser. Danse Johan à tous ceux qui t'attendent. Et tes paroles sembleront plus légers. Pense au pays où les blesses se couchent sur les tapis de leurs planchers rouges. Pense aux enfants qui grandissent vite. Sache qu'un jour ils auront besoin de toi. Et donc la rubrique spéciale, vous avez entendu le jingle, c'est la rubrique de Johan. Merci Johan. Bravo. Merci et bravo à toi de te lancer dans le grand bain. Merci à tous ceux qui ont mis des petits pouces bleus là sur Facebook pour que je puisse venir participer à cette émission. Ouais, donc parlons de, je sais pas, moi c'est un thème qui m'intéresse, c'est jouer à deux par exemple, c'est un thème qui m'intéresse assez parce que du coup j'ai l'habitude de jouer souvent à très nombreux, mais du coup je prends pas le même plaisir du tout à jouer en face à face avec quelqu'un, et du coup moi j'aimerais bien ouvrir un petit peu un débat là-dessus. Récemment, tu t'es mis à jouer à deux, je pense. Ouais, je me suis mis à jouer à deux. Le confinement a pu aider à ça. Mais, à quoi du coup? Je sais pas si vous avez vu le top des ventes en ce moment, c'est des jeux à deux principalement, les 3-4 premiers jeux qui sont vendus dans l'édition Philibert. Le top c'est Seven Wonders. De toute façon, Seven Wonders Duel, c'est si tu joues à deux, c'est presque un incontournable. Ouais, il est vraiment bien. Hein. Ouais, c'est le jeu qui me réconcilie un peu avec le jeu à deux, quoi. Moi, je joue quasiment jamais à deux. On a des jeux à deux à la maison, on en a 2-3. Mais sincèrement, vu que notre fille elle a 11 ans en fait, et depuis un moment elle joue avec nous, on préfère jouer au moins à 3. Mais c'est vrai que Xavier, quand on est 3, c'est un peu chiant de jouer à deux, quoi. Non, mais on pourrait jouer sur mardi, si tu veux, on pourrait se dire, on se fait une partie à deux, Gabi va jouer à autre chose, machin. Mais en fait, non, à deux, on joue pas. On joue, mais moi, j'aime bien le format 4-5 joueurs, en fait. Mais D'accord. Et du coup, c'est le fait que t'aimes bien ce format, c'est parce que t'as jamais l'occasion de jouer à deux, ou c'est parce que on a l'occasion de jouer à deux, mais comme on joue beaucoup, en fait. On fait des soirées jeux souvent. On fait des soirées jeux souvent. Le moment où on joue pas, on souffle aussi. On ne fait pas que des jeux tout le temps non plus, quoi. Mais du coup, ça change aussi un petit peu la manière d'aborder le jeu, non? Complètement. Ça dépend qui tu joues aussi. Si tu joues avec ta femme, t'es obligé de compter le nombre de fois où tu gagnes, le nombre de fois où tu la laisses gagner. C'est sûr que ça développe. Tu fais pas beaucoup de coopératifs à deux, c'est beaucoup de la compétition, beaucoup plus. Éviter les crises qui arrivent derrière, quoi. Ah non, tu lui mets une faut qu'elle apprenne. Et sinon, donc, du coup, vos conseils sur les best-sellers du jeu à deux, c'est Seven Wonders Duel, là on a bien compris, hein, mais sinon. Il y a Splendor qui est bien aussi. Enfin, moi j'ai adoré Splendor, on y a beaucoup joué avec ma femme. Il peut aussi se jouer à 3 et 4. Je trouve qu'il perd pas mal de son intérêt, mais comme beaucoup de jeux à deux, ou quand t'es deux, tu peux gagner soit parce que t'as optimisé ton jeu, soit parce que tu t'es amusé à pourrir l'autre. À 3 c'est beaucoup moins vrai, si t'essayes de pourrir l'autre, t'es celui qui perd. Mais ça marche bien. 2 millions, Xavier? 2 millions, ouais. 2 millions, moi, à chaque fois que je le conseille, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Et encore aujourd'hui, c'est un des jeux auxquels je joue le plus. Donc, c'est un jeu qui marche du tonnerre, et même à deux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir chez moi. Mon épouse n'est pas très jeu, mais j'ai eu un compagnon de jeu pendant tout le confinement qui adore ça. Et on a fait beaucoup de Seven Wonders Duel. Plus l'extension Panthéon. Panthéon, ça change le jeu sans le complexifier, ça change complètement. On croyait maîtriser le truc, on le maîtrise plus du tout. Moi, j'ai quasiment jamais gagné avec Panthéon, alors que j'avais un ratio de victoire beaucoup plus important sur le duel. Je maîtrise pas du tout le truc. Et c'est un jeu qui est, je trouve, hyper élégant, qui tourne bien, ça va vite. Il y a des retournements, surtout avec Panthéon, et des retournements jusqu'au 3e âge. Vraiment un super jeu. Après, c'est compétitif. C'est vraiment, si on se regarde comme dans un western pendant toute la partie parce que on veut gagner, quoi. Et donc faut aimer ça, faut vraiment aimer le truc compétition. Ensuite, j'ai pas beaucoup de jeux à deux. Il y a des jeux qui tournent très très bien à deux. On a beaucoup joué à Terraforming Mars à deux. Ça se joue très très bien à deux. Ça tourne très bien. Il y a un truc à deux, il y a un rythme. C'est que les jeux qui sont pas comme Seven Wonders normal, qui sont pas où tout le monde joue en même temps là.
où c'est séquentiel, chacun joue l'un après l'autre. T'attends les autres, parce que si t'es deux, ça va très vite. Le rythme est complètement maîtrisé, connu, tu sais dans combien de temps tu joues, c'est très très agréable. Mais à contrario, il y a pas de jeu aussi intense à 2 que certains jeux qui se jouent à beaucoup plus à 5-6 justement, quoi. Je crois que Xavier... d'un trône de fer dans un jeu à 2. Et c'est normal en fait, ça vient du fait que 5 stratégies complexes qui se déroulent en même temps. Alors certes, c'est très long, Oui. mais c'est beaucoup plus facile d'adapter sa stratégie quand t'as qu'un seul joueur en face de toi que quand on a 3 Ouais, quoi, peut-être, ou ouais. 4. Et Xavier, toi tu as Kings et Assassins, parce que je sais, c'est moi qui te l'ai offert. j'ai King et Assassin, c'est très bien. Qui joue à deux, ouais. Je pensais tout à l'heure. J'y ai beaucoup joué. Franchement, ce jeu, je le trouve cool et je le ressors encore un petit peu de temps en temps. C'est pour le coup en jeu à 2, je le conseille. J'ai pas mal joué. Dès que j'ai été chez toi, j'ai pas mal joué en route du Rhum. Ça va assez vite. Donc il y a un roi, il y a un roi qui doit. Enfin, il y a 2 camps. C'est une espèce de carte assez petite où il faut traverser une ville. Le roi doit traverser une ville et a des gardes autour de lui, et donc doit placer ses gardes, et après il y a une foule de gens, et dans la foule de gens il y a des assassins, et il y a le camp des assassins qui doit, donc l'assassin peut aussi déplacer des gens qui ne sont pas les assassins pour leurrer le roi, et c'est un jeu t'as un peu des échecs, c'est un peu un jeu d'ambiance, de bluff, je trouve que c'est hyper efficace, je trouvais vraiment très rigolo, ouais. Ce qui est rigolo, c'est quand t'es roi pour la première fois, tu te dis c'est vachement dur, et quand t'es assassin pour la première fois, tu te dis c'est vachement dur. Ouais, c'est sûr. Donc ça, voilà, Johan, 2-3 trucs. Mais je pense qu'il y a des jeux qui se jouent à plusieurs. Enfin, même, je parlais de Great Western Trail, on a fait quelques parties à 2. Ça tourne très 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 bien. Et j'imagine que des jeux comme Agricola à 2, c'est très bien. Faut pas non plus bouder les jeux à plusieurs. En fait, tu vois vite, si dans les règles, il y a un mode spécial de joueur avec des customs de règles, faut un peu... Enfin, moi, j'ai un peu tendance à fuir. Mais même le Seven Wonders classique à 2 il marche, hein. Mais comme un Agricola ou un Caverna, même quand on joue à 2, après il y a vraiment une question de niveau de joueur. C'est-à-dire que si quand tu joues à 3, si t'es un joueur qui est un petit peu moins bon, ça peut se niveler avec les 2 autres joueurs qui se tirent la bourre. Quand tu joues à 2, c'est moins vrai, donc il faut sur certains jeux, faut quand même voir s'il n'y a pas une différence de fréquence de jeu entre les 2 joueurs. Voilà, Johan, pour notre petite contribution. Ouais. Donc voilà, donc j'ai tenu parole, j'ai fait ma rubrique. Espèce d'escroc. Donc la prochaine fois, si je lis ton prochain sujet, donc c'est le féminisme dans les wargames. On pourra essayer d'en parler. On invitera Nicolas aussi, il avait des bonnes idées sur ce sujet. Oui. Johan, il a de quoi dire. Ça va être intéressant. Merci Johan. Et du coup, on va passer à la suite de notre petit entretien. Très très bon, merci. T'as dû préparer ça. Enfin bon. T'as de la chance qu'on ait 2-3 idées. Ok, on est de retour avec Florent pour la suite de son histoire. Et là, on arrive dans le temps un peu présent. Où on a eu la joie de te voir proposer des jeux de ton cru et nous y faire jouer et puis voir le truc évoluer et voir les choix que tu faisais, que tu revenais en arrière, que tu repartais en fait sur d'autres choses et en fait non. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter donc un peu tes créations du moment, ce que t'as sur lequel tu as un peu le plus planché les 2 dernières années, et quel a été le déclencheur, comment tu as démarré ce truc-là D'accord. Alors je vais parler de Trêve peut-être principalement, puis après je pourrais parler de... Maintenant qu'il a un nom. C'est ça. et puis peut-être un petit peu de braquage à la parisienne, ou du jeu des boîtes, je sais pas, j'hésite. Disons que... Alors, Trêve, c'est le plus abouti actuellement, c'est un jeu de pli et c'est celui que j'ai le plus testé avec les gens du boulot et d'autres. Alors comment m'est venue l'idée ? En fait, on avait une discussion avec mon groupe de joueurs justement et on parlait de la belote et du tarot.
Et j'étais assez surpris de voir avec quelle véhémence certaines personnes pouvaient cracher sur ces jeux-là en disant que c'était de toute façon un truc de facho et que dès qu'il y avait un groupe de 4 joueurs qui jouaient à ça, ils se mettaient dans leur coin et jouaient à ça et ils écoutaient plus personne autour et puis que c'était pas possible de jouer à autre chose et que c'était nul et qu'en plus quand on jouait décomposer une carte on se faisait engueuler. C'est vrai avec Magic aussi. Et c'est vrai, ça doit être vrai avec d'autres jeux. Et je me suis dit, en fait, moi, j'adore ce jeu-là. Vraiment, je trouve. Enfin, c'est vrai que si je me retrouve dans ma famille, on va très facilement sortir ça plutôt qu'autre chose et que peut-être on est dans notre bulle. Mais c'est aussi, je pense, parce que c'est un jeu qui est bien. Et que les arguments qui visent à dire qu'on ne peut pas jouer avec des gens qui connaissent ça bien, c'est peut-être malheureusement vrai et que du coup il faudrait faire un jeu qui soit aussi bien, qui ressemble, qui prenne les mêmes mécaniques mais qui soit suffisamment différent pour que justement les joueurs qui ont l'habitude soient perdus et se retrouvent pas à faire les fachos de t'aurais dû jouer telle carte et que tout le monde soit sur un pied d'égalité en découvrant le jeu et s'améliorer au fur et à mesure pour pas frustrer les novices en fait. Alors tu te rends compte que du coup ceux qui vont beaucoup jouer à Trèves vont devenir des fachos de Trèves. Exactement. D'accord. Exactement. Je me rends compte en y jouant beaucoup, parce que je dois avoir fait, je sais pas, peut-être 200 parties maintenant, que ça marche pas bien mon truc. C'est-à-dire que j'adore mon jeu. Je pense que ça arrive à prendre des gens qui auraient jamais joué à la belote et qui se mettent et qui finalement trouvent ça sympa quand même parce que c'est plus simple, parce que c'est pas forcément plus simple, mais parce que c'est différent et qu'il y a moins cet effet facho. Par contre, très rapidement, les joueurs qui ont l'habitude des jeux de pli montent en compétence et redeviennent des fachos méchants qui engueulent les gens dès qu'ils posent une carte. Donc du coup, on recrée l'ambiance, mais ça marche de façon temporaire. En tout cas, c'était ça l'idée à la base. Ce n'est que partiellement réussi, je dois bien avouer, mais j'aime quand même bien le jeu. Donc jeu de pli, comment ça fonctionne ? Alors en fait, j'aimerais ça. Tu dis que c'est un jeu de pli. Traditionnellement, les jeux de pli, souvent, c'est 4 personnes. Ouais. Et dans le cas de 13, alors dans le cas de Trèves, Trèves avec un V, c'est de 3 à 5. Donc au début je l'ai créé, ça se jouait à 4. Puis rapidement, je me suis dit, ça va pas, faut qu'on puisse y jouer à plus ou à moins. Donc j'ai adapté les règles pour pouvoir y jouer à 3 et à 5. Au début, c'était finalement assez proche de la coinche, donc il y a une variante de la belote auquel on distribue toutes les cartes au début et où on peut faire des annonces. On annonce son contrat, donc on retrouve ça à Trèves. Et ça pouvait plus marcher le coup des équipes quand on jouait à 5. Du coup, j'ai fait un appel à la carte un peu comme au tarot. Et puis j'ai modifié l'appel à la carte, donc au tarot on va dire, moi j'appelle le roi de telle couleur et puis je me retrouve avec, je me suis dit pourquoi le roi, etc. Ça se joue avec un jeu de cartes traditionnel. Ça se joue du coup avec un jeu de cartes traditionnel. Non, ça se joue avec un jeu de cartes spécifique. Alors après je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de Trèves. Ça c'est l'influence Time's Up. Il faut vendre des cartes quand même. Alors non, ça se joue pas comme un jeu de cartes traditionnel. Alors déjà, j'aurais peut-être dû revenir sur les idées de base avant d'expliquer la différence du jeu à 5. Ça se base sur le Shifumi, donc pierre, papier, ciseaux, sauf que là c'est feu, bois, eau, et il y a une 4e couleur qui est la trève qui n'intervient pas dans le Shifumi. Et donc ça c'est une des différences avec un jeu de cartes traditionnel. Et puis il y a une autre différence, c'est que dans la plupart des jeux de pli, les cartes qui valent le plus de points c'est aussi les plus fortes. Et là j'ai fait la logique inverse, celle qui compte le plus de points c'est les plus faibles. Du coup c'est compliqué parce qu'on peut pas faire de pli avec la carte la plus faible, donc il faut réussir à la glisser au bon moment. C'est dans ce sens là où les joueurs experts se retrouvent perdus et que les novices finalement la fois où ils auraient peut-être fait n'importe quoi, ce coup ça à Trèves ça marche. Et donc voilà un peu l'idée. Toutes tes cartes sont utiles et même tes cartes de milieu de tableau du coup ont une certaine valeur quoi, parce que ça fait et du point et tu peux gagner des plis avec et c'est... Exactement. Ouais.
Et alors du coup, bah, non, c'est peut-être que là on en reviendra dans les questions suivantes sur le processus itératif, mais en gros le jeu à 4 maintenant ne se joue plus en équipe, c'est un jeu solo à 3, 4, 5 et la règle est la même quel que soit le nombre de joueurs, ça n'a plus rien à voir avec la blotte, on s'est détaché de ça en fait. Il n'y a plus d'appel. Et appel aux atouts. Et comment pour la création, t'as fonctionné comment? T'as fait des maquettes toi-même? Tu les as fait imprimer? Alors en fait, donc il y a eu plusieurs étapes. Ça a commencé par une étape d'impression des cartes sur papier. Voilà, c'était un truc un peu dégueu. Après, je les ai mises dans des sleeves pour que ça soit plus sympa à jouer. Et puis ça a duré quelques mois. Et une fois que les règles étaient stabilisées, bah là, je suis passé à une impression vraiment un peu plus quali. Une fois que je trouvais mes images un peu mieux. Et là, je suis passé par The Game Crafter, qui est un site qui permet de faire ses propres jeux de cartes. Et pour pas très cher au final. Et tu as un éditeur, on sait jamais, peut-être qu'il nous écoute en ce moment. Alors non, je n'ai pas d'éditeur, je suis à la recherche d'un éditeur, mais je crois qu'il y a d'autres questions là-dessus plus tard, donc on y reviendra peut-être. Non, mais du coup, sur le prototypage, parce que tu viens d'évoquer plusieurs modifications au long du jeu. Tu as parlé du jeu 3, 4, 5, les appels, les machins. Il y avait aussi le système de règles, en fait, qui était assez fort au début. Tu disais, quand tu fais l'annonce, tu choisis qui est fort, il y a eu ça à un moment et ça a beaucoup évolué. Ouais, en fait, au début, il y avait 6 annonces. Après, on est monté à 8. Les annonces ont varié et finalement, je suis revenu à 4. En fait, j'ai exploré plein de pistes avec les différents joueurs. Tout ce qui me paraissait intéressant apportait de l'intérêt sans apporter trop de complexité. Je testais les idées des gens au retour de partie. En fait, j'avais un noyau dur de joueurs, on va dire, de 5-6 personnes avec qui je testais systématiquement les évolutions des règles, et en plus des nouveaux gens que je rajoutais qui connaissaient pas le jeu, avec qui je testais une partie from scratch, parce que finalement les gens qui ont déjà joué pas mal, ils peuvent avoir de bonnes idées et comparer les trucs, mais des fois aussi ils manquent de recul vis-à-vis du fait que eux ils connaissent parfaitement le jeu, et je voulais pas qu'on se retrouve à jouer à un trèfle plus avec 14 extensions. Au contraire, je voulais que ça soit un jeu simple et accessible, épuré, parce que tu te retrouves à chaque fois à épurer ce qui était en trop, tu l'enlevais. Moi j'étais très triste parce que tu as enlevé le chaos, ouais. L'appel à tout à tout, c'est ça? Ouais, tout à tout. Moi j'aime bien parce que c'était un mode complètement aléatoire où tu pouvais absolument jamais deviner ce qui allait se passer, et je l'aimais bien. C'est vrai que est-ce que le plus important c'est les valeurs? les valeurs, c'est-à-dire Non, c'est pas grave. L'amitié, le partage. En fait, Ça se joue avec Iten ou ça se joue avec des poutrelles? Explique-moi un peu. le truc de Benjamin là qu'il aimait, c'était que effectivement c'était les cartes. Normalement à trêve il y a un atout, on va choisir c'est le feu l'atout, donc le feu est plus fort, il se retrouve à brûler tout, même de l'eau, alors que normalement il ne devrait pas brûler l'eau, ce genre de truc. Enfin, ça casse le Shifumi, les annonces, grosso modo. Et l'annonce qu'il aimait bien, c'était une annonce qui cassait tout, où finalement c'était plus que la puissance des cartes qui comptait, et c'était le chaos total. Et du coup c'était hyper rigolo à jouer parce qu'on savait absolument pas ce qu'allait passer, mais en fait c'était une annonce qui était tellement pourrie qu'on avait quasiment aucune chance de gagner en la prenant, et que du coup le seul qui la prenait c'était Benjamin, parce que tout le monde se disait mais il est fou, ça marchera jamais. et du coup ça je l'ai enlevé pour parce que enfin ouais, faut que ça soit fun, mais faut que ça soit équilibré aussi, et du coup je me suis dit un truc qui sert à rien, je l'enlève. Mais je peux remettre la carte pour toi si tu veux. Combien de temps? Écoute, tu feras un add-on spécial, ouais. Ce sera cool. Combien de temps ça a duré ce playtest? Une année, quelque chose comme ça, un peu plus? Non, moins que ça, parce que j'ai eu l'idée en septembre. Une semaine après, j'avais fait les cartes et on commençait à les jouer. D'accord. Et on a testé les règles jusqu'en janvier. En janvier, je l'ai lancé en impression sur The Game Crafter pour faire juste 4 jeux. Et puis après, je l'ai fait tester dans des bars. Et après, vu que ça marchait vraiment bien, j'ai commencé à contacter les éditeurs.
Ok, alors du coup, là, tu vas nous parler après peut-être rapidement des autres jeux que tu avais en tête pour voir que tu n'es pas non plus que sur du pli et que sur... Ouais, c'est vrai que Voilà. c'est ce qui ressort du truc, ouais. Mais Bah c'est pas ouais, tout ouais. le cas. Bah non, ouais, parce que je pense c'est quoi ce braquage à la parisienne, il est braquage très différent. à la parisienne, c'est un jeu de mémoire collaboratif. C'est un memory. C'est ça. Ça ressemble vachement à un memory collaboratif et il y a du storytelling dedans. C'est ça. Alors en fait, Quand j'ai dit ça, personne n'a compris ce que c'est. dans Braquage à la parisienne, en fait, on est une bande de braqueurs qui montons à Paris pour réaliser une série de casses sur la semaine. Et en fait, pour ne pas se faire traquer par la police, on jette nos téléphones portables dans la Seine et du coup, faut qu'on ait notre plan en tête. Voilà pour le pitch du jeu. Et en fait, on a des cartes qui s'appellent des cartes objectifs où chaque jour, il faut qu'on vole quelque chose quelque part à un moment donné. Donc en fait, on va avoir c'est soit de l'argent, soit une œuvre d'art, soit des bijoux, soit dans une maison, soit dans un commerce, soit dans un musée, et soit la nuit, soit la journée, soit entre chien et loup. Et du coup, chaque carte a ces combinaisons-là. Donc il y a 27 cartes. On les montre pendant une quarantaine de secondes. Enfin, 7 secondes par carte, donc 49 secondes. Et après, on les cache et on a d'autres cartes sur lesquelles chacun va venir un par un mettre ce qu'il pense se rappeler. Donc ça, c'est la règle simple de base. À ce moment-là, on ne discute pas. Après, on va discuter entre nous une fois que tout a été fait en disant non, tel jour, t'as mis ça. Moi, je pense que c'était ça, etc. Pour corriger, et puis moins on aura d'erreurs, plus on aura de points. Donc ça, c'est la règle de base. Et en fait, la règle un peu plus compliquée, ce qui apporte du piment, c'est que chaque jour on va tirer une carte imprévue qui fait que en fait on va venir perturber l'ordre des cartes. Par exemple, le prochain braquage qu'on devait effectuer dans une bijouterie, en fait l'objet qu'on devait voler a été vendu, du coup il faut aller le récupérer chez un particulier. Donc il faut se rappeler si la carte suivante c'était un bijou dans un commerce, et du coup si c'est le cas, faut pas mettre commerce, faut mettre maison. Ou alors on se rend compte que c'est blindé de garde là où on doit aller, du coup on va décaler le vol plus tard pour mieux se préparer, du coup on permute les jours, et comme on les voit pas, faut vraiment se rappeler de l'impact de tous les événements sur ce qui peut se passer, et ça évite aussi que les gens se rappellent que d'une série spécifique, soit que du jour, soit que du machin. Du coup c'est un petit jeu qui se joue en 10 minutes, qui peut se jouer avec des gamins, et souvent les gamins sont meilleurs que les adultes. Ouais, c'est un jeu de mémoire, donc là les gamins, c'est la fête. Et c'est beaucoup moins clivant comme jeu qu'un jeu de pli. Donc voilà, donc ça a rien à voir. Et sinon, l'autre jeu que j'avais fait, donc c'était pour mon mariage. En fait, on avait fait un escape game une fois en 2015. C'était mon premier escape game. Je trouvais ça génial. Et on devait se marier. On a décidé de faire notre mariage à la maison, et on s'est dit avec ma femme, on va ramener 80 personnes chez nous et on va faire un escape game dans la maison. Il va falloir aller de pièce en pièce et tout. Et on s'est dit que c'était un peu fou. Et du coup, on a changé, on a fait un escape game, mais en jeu des boîtes sous forme d'espèce de matrioshka avec des cadenas et des énigmes, mais on peut aller de plus en plus profond dans les boîtes. Et voilà, qui était avec des trucs sensoriels, avec des odeurs, avec des choses comme ça dans les énigmes, des trucs à toucher, etc. Et qui pouvaient se jouer aussi avec des enfants. Donc on a fait ça. Et l'inverse, donc ça c'était l'époque, ça remonte à 4 ans maintenant, où je faisais les jeux vraiment que pour moi, sans me dire je le distribuerai après. Du coup, le jeu des boîtes, il nous revenait à 200 balles par boîte, et je pense que personne ne veut payer 200 € une boîte de jeu qui se joue qu'une fois. Sur Kickstarter. Ouais, c'est ça. Bah oui. Et au moment, on s'était dit qu'on pouvait les louer. Du coup, je les ai prêtés à plein de gens après, mais voilà, donc ça a rien à voir non plus. Mais, c'est rigolo. Où t'es assez fier du truc et qui était abouti du coup. Ouais, c'est, je pense, les 3 plus aboutis actuellement. Au niveau des éditeurs, tu parlais, t'as commencé à contacter des éditeurs, t'as envoyé des protos. Alors quel genre de protos t'envoies, et c'est quoi ta démarche pour les contacter Alors en fait, c'est assez compliqué. Je me suis renseigné déjà sur combien il y avait d'éditeurs de jeux de société en France, et puis récupérer les liens et tout ça. Il y en a plus de 300. Donc je suis allé sur le site de chacun. Sur les 300, je pense qu'il y en a 200 où c'est un gugus comme moi qui a un jour décidé d'éditer son jeu, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc tout cela, je les ai filtrés, je les ai triés, et au début j'ai essayé de shortlister vraiment. Donc j'ai contacté Gigamic, qui est un gros.
Et puis qui fait aussi des petits jeux au format boîte, donc qui correspondaient à ça. Ouais, tu ciblais des gens qui seraient intéressés par ce format en fait. Ouais, aussi. ouais. Ok. Donc j'ai ciblé Oya, ceux qui font The Game et The Mind, parce que pareil, petit jeu de cartes. Et Blue Cocker, alors un peu par hasard, parce que j'ai entendu parler d'eux dans une vidéo, et j'ai vu les jeux qu'ils faisaient, et ils faisaient que des jeux différents, très très différents au niveau du style, et je me suis dit, tiens, ils font que des jeux différents, ils ont pas de jeu de pli, pourquoi pas. C'est pas un très gros, mais ils ont déjà quelques jeux. Donc j'ai contacté ces trois-là dans un premier temps. Et après, il faut savoir que les éditeurs, ils ont chacun leur format pour savoir comment présenter les jeux. Donc ils demandent tous presque d'envoyer la règle au format PDF ou document comme ça. Ça, c'est le premier contact. Ils demandent avant tout la règle. Ouais, ils demandent avant tout la règle. Ok. Ils demandent pour certains une vidéo. Donc fait ma vidéo YouTube. Et puis ils demandent après, souvent c'est ces deux étapes-là, et après ils demandent l'envoi d'un proto. Jimmy Gamic m'a répondu assez rapidement que en fait il faisait pas de jeu de pli, mais qu'il y avait plein d'idées intéressantes, notamment le choix du partenaire, la façon d'annoncer, et puis en gros ils ont fait un retour très circonstancié. Je me suis dit bon bah ils ont bien ils ont lu, ils ont vu, ils ont analysé. Et je leur ai posé des questions en plus après si le format de la vidéo allait bien, parce que j'étais pas trop sûr au niveau de la qualité du son. Et ils m'ont répondu, donc c'était cool. Donc eux, c'est sûr, je les recontacte pour d'autres jeux. Oya m'a jamais répondu, donc j'ai fini par leur téléphoner carrément, parce qu'il y avait le téléphone. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils faisaient pas de jeu de pli, ils m'ont conseillé Yellow. Alors Yellow, ça fait partie de ces éditeurs, ces gros éditeurs, où ils mettent ne nous contactez pas, nous avons des jeux prévus pour les 2 prochaines années. Et ça, il y a 3-4 éditeurs comme ça. Faut limite les choper en personne et leur faire briller les yeux en moins de 10 secondes, quoi. C'est ça. Ouais. Et Blue Cocker m'a répondu, et ils ont dit ok, ça a l'air sympa, mais ça nous fait penser à Niet. Alors j'avais un peu les boules, je connaissais pas Niet. Du coup, j'ai lu les règles de Niet, et effectivement, je comprends la comparaison. Maintenant, je trouve que les sensations de jeu sont vraisemblablement très différentes de ce que j'ai vu. Faudrait que j'y joue pour être sûr, mais ça me l'air suffisamment différent pour être discriminant. Et du coup, ils ont dit ok, je leur ai envoyé un proto. Ils devaient le tester juste avant le confinement, et j'ai pas une news, donc j'attends, mais je pense que ça va être râpé. Je pense que là, les éditeurs sont un peu dans une situation compliquée. Sauf ceux qui vendent des jeux à deux. Sauf ceux qui vendent des jeux à deux. Ou alors ils ont testé, ils ont pas aimé. L'éditeur de Pandémie aussi s'en sort très bien. Ouais. Déjà que c'était un bon jeu. Voilà pour les éditeurs qu'on j'ai contactés. Donc là, en fait, je voulais faire des salons aussi. Je m'étais inscrit au Flip, au tournoi, mais bon, au tournoi, non, pas au tournoi, comment dire. On peut proposer des protos, quoi. Donc là, j'ai pas eu de réponse, mais le Flip étant annulé, voilà. Je continuerai ça, et j'essaye de faire des barrages. Donc j'ai fait la fabrique à jeux à Nantes, c'était très très sympa. J'ai pu le faire tester à 25 personnes, dont 15 qui avaient jamais joué. Donc ça, c'était plutôt cool. Et il y en a 4 qui m'ont demandé s'ils pouvaient acheter le jeu. Donc je me suis dit c'est un beau ratio. Donc j'étais plutôt content. Non, puis après avoir joué au pif au jeu dans une soirée bar, c'est qu'ils ont accroché, ils ont passé une bonne soirée, quoi. Ouais. Vous avez pensé à les présenter parce que chez Cannes, t'as Festival des Jeux, t'as limite une pièce ou un truc à côté où les gens qui n'ont pas d'éditeur viennent présenter leurs jeux. Ouais. Et des fois ils se font pêcher par les éditeurs comme ça. Ouais. En fait, je pense que c'est exactement ce que je voulais faire, mais au Flip, parce que c'est plus près, parce que c'est moins gros. C'est Partenay, c'est ça. Ouais, ok. C'est paumé dans les Deux-Sèvres. C'est rigolo, c'est un festival. Il y a des gens de notre assos qui vivent là-bas et qui essaient de nous le vendre à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un chouette événement. Ouais. Mais je pense que je réessayerai l'année prochaine, et puis je réessayerai pour celui-là, puis j'irai avec plus de jeux en plus. Et je sais alors je vais souvent à Terre de Jeux à Nantes, où il y a le petit vendeur qui s'appelle Quentin, qui fait aussi des protos. C'était marrant parce que j'allais acheter des sleeves, donc je pense qu'il m'avait grillé. Et lui a réussi à se faire éditer en allant justement au Flip. Il doit avoir un jeu qui sort en septembre. Voilà. Donc je me dis pourquoi. Toi le truc c'est pas d'en vivre, hein, c'est ah non, qu'il y ait des gens qui découvrent ton jeu, et que bon
C'est principalement ça. Moi, le truc, c'est de. En fait, je l'ai dit très bien moi-même, si j'étais pas presque sûr de perdre de l'argent en le faisant. Mais après, non, je pense que moi, si j'y gagne rien du tout, je m'en moque. Du moment que je peux le faire découvrir à des gens et qu'il est en boutique, enfin, ce sera une petite fierté personnelle. Et puis voilà. Moi, j'avais posé la question à quelqu'un qui avait créé un jeu. Alors, c'était un jeu de niche très spécifique, un wargame. Un jeu sur des chiens. On a fait féodal, mais c'est des boîtes qui valent 40-45 balles. Hein. Et je crois qu'il touchait genre 4 euros par boîte, un truc comme ça. Ouais. Et je crois que là, il y a genre, je crois que c'est 80% des jeux qui se vendent à moins de 5000 boîtes, sachant qu'un Trèves, c'est un jeu, il y a une cinquantaine de cartes, donc c'est un jeu qui va se vendre à 10 euros. Maintenant, admettons que je gagne un jour 1 euro dessus, si je me fais 1000 euros, ça sera énormissime. Donc, voyant l'investissement que ça a pris, c'est clairement pas rentable. Pour gagner de l'argent, je pense qu'il faut faire un wingspan. Un plagiat de wingspan avec des insectes. Exactement. Mais voilà, après ce qui est rigolo, c'est de faire son jeu avec justement sa mécanique qu'on n'a pas vu ailleurs. Alors après, il y a sûrement des jeux qui existent avec le même genre de mécanique, quoi qu'on imagine, puisqu'il y a toujours des gens qui pensent à plein de choses. Mais voilà, c'est le côté créatif du truc. Tant qu'on le sait pas, c'est son idée à soi, quoi. Tu m'avais parlé à un moment, en fait, tu t'attendais à ce que des éditeurs te proposent d'habiller ton jeu sur une thématique. Enfin, c'est le boulot d'éditeur, après, je pense, d'arriver, ok, ton jeu il est bien, je te propose de mettre une licence Mickey dessus, c'est cool. Et du coup, tu t'attendais à ça. Je sais aussi, je pense savoir que c'est pas non plus ton truc le graphisme et peut-être le thème éventuel que tu pourrais plaquer sur le jeu. Est-ce que tu as des attentes et des choses que tu serais accepté de faire ou pas du tout ou, là-dessus, tu laisserais l'éditeur faire son taf? Alors en fait, je dirais pas que j'en ai rien à faire. Je dirais que la mécanique pour moi c'est clé. Enfin, souvent je pense à des thèmes et j'essaie de coller une mécanique dessus. Ça marche jamais. Alors que avoir une mécanique, la faire bien marcher et coller un thème dessus, ça marche plutôt bien. Bon, à l'exception des scénarios de jeux de rôle où c'est l'inverse, mais pour tout le reste, je trouve que la mécanique doit être en premier. Et après, non, au contraire, je suis plutôt ouvert à ce qu'on ajoute quelque chose dessus. La trêve, c'est un jeu de pli avec du Shifumi, donc je veux juste un truc qui fasse pierre, papier, ciseaux, donc je trouve qu'avec l'eau, le feu, le bois, ça marche bien. Maintenant, si on trouve un autre thème, une autre mécanique qui marche bien, je suis complètement ouvert, au contraire. C'est juste qu'il ne faut pas un truc où ça nuise au jeu, dans le sens où on se retrouve à réfléchir mais est-ce que c'est le chevalier qui bat le magicien ou voilà. Faut pas que ça nuise au gameplay du jeu. Donc des astuces graphiques pour gérer ce genre de choses là. Moi je pense, quand tu me dis ça, je pense au combat dans Civilisation où tu as un côté poule, renard, vipère ou Shifumi comme tu préfères, ouais. Mais comme un graphique sur les cartes qui permet de pas se tromper, donc ouais. C'est ça, faut que ça s'accompagne d'une ergonomie intuitive, quoi. Sinon ça nuit vraiment au jeu. Donc là pour Trèves, je pense que c'est un peu plus dur. Pour Braquage à la parisienne, concrètement quand j'ai fait la mécanique, c'était pas des musées, des moments et des trucs à voler. L'iconographie m'est cherchée en cherchant des illustrations pour mon jeu sur gamesicon.net. Je me suis dit mais ça serait génial ça ferait un thème un peu stylé, pas trop dur à faire, et ça crée une ambiance quand même avec le jeu. Mais au départ c'était 3 couleurs à la place, c'était vert, jaune, rouge, et puis c'était triangle, rond, carré, et voilà, la mécanique était là. Donc j'essaye quand même d'apporter un petit truc à moi déjà pour proposer une histoire avec, et après au contraire je veux bien que les éditeurs changent. Enfin en fait je suis prêt à changer à peu près tout sauf l'idée de base où c'est un jeu de mémoire coopératif. C'est comme pour Trèves, je suis prêt à changer tout sauf peut-être que ça soit un jeu de pli basé sur Shifumi. Si on change ça, pourquoi pas, mais c'est un autre jeu. Et Trèves reste tel quel et on fait un autre jeu. Et voilà. On arrive à la fin de notre entretien. Les questions ensuite, parce que tu as beaucoup parlé de tes jeux. J'imagine que tu as d'autres projets aussi dans les cartons.
Et comment on peut jouer à tes jeux? Peut-être que est-ce que tu as profité du confinement pour explorer les moyens, on va dire en ligne, de jouer aux jeux? On a parlé dans la dernière émission. On parlait de Tabletop Arena et tous ces trucs. Et effectivement, donc j'ai regardé ça suite à tes conseils d'ailleurs. J'ai passé très sur Tabletopia. Alors pourquoi Tabletopia? Parce que déjà ça faisait partie du truc que tu m'as recommandé et puis c'était gratos. Et j'ai commencé à passer à Braquage à la Parisienne aussi dessus. Enfin, j'ai même fini, sauf que faut que je refasse un petit peu les cartes, mais sinon ça y est. Je les ai pas ouverts encore, donc on peut y jouer, mais en fait faut me demander. Mais aussi parce que dans un premier temps, j'aime bien être là pour recueillir les retours des gens. Les gens qui jouent dans leur coin et qui éventuellement ne font pas de retour, bah du coup c'est frustrant. Moi je veux l'améliorer. Faut que ça soit toi qui ouvre la partie, c'est ça? C'est ça. Okay. Après je peux donner les droits, le mot de passe à quelqu'un. Je peux te le passer si tu veux. Ça me dérangera pas du tout. Mais voilà, donc je l'ai fait sur ce support-là. Je trouve que ça dessert malgré tout le jeu, dans le sens où c'est pas scripté. Et comme les deux, c'est des jeux avec énormément de manipulation des cartes. Et je sais qu'une partie de trêve, normalement, c'est 1 heure. En comptant le fait qu'on distribue les cartes et tout ça, là la distribution est instantanée. Pourtant, le fait de cliquer à la souris et tout ça, les parties que j'ai fait ont duré 1h30. Et du coup, on perd en fun. T'as envie d'y jouer sur une pause avec des gens autour d'une table ou d'y jouer avec une bière à la main. Ça mériterait une version scriptée plutôt pour se débarrasser du côté comptage, etc. Et gagner en rythme. C'est ce que fait la plupart des jeux on en a parlé au dernier podcast, mais la plupart des jeux qui ont été mis en digital, c'est là où on gagne en rythme parce que les points sont comptés, t'as des accélérateurs visuels partout. Et donc s'il y avait ça, mais Tabletopia permet pas de le faire, ça serait top. Et j'ai peur de rentrer dans quelque chose qui soit quand même très 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 long. En fait j'ai fait Tabletopia parce que c'est d'une efficacité redoutable. Ça, passer trêve sous Tabletopia sachant que tu avais les images, ça m'a pris 2 heures quoi. J'aurais dû le développer, le coder moi-même. J'y avais pensé un moment, je me suis dit mais non, moi je vais passer 2 semaines à faire que ça, c'est pas possible. Enfin c'est pas possible, si c'est possible, mais ça en vaut pas ça vaut pas le coup quoi. Donc voilà, Tabletopia pour l'instant. J'ai l'impression que Tabletop Simulator est mieux. En revanche, c'est payant, donc je me suis dit que j'allais me priver de certains joueurs. Surtout que j'essaie de faire tester mes jeux aussi par des joueurs occasionnels pour voir si ça marche bien avec différents publics. Mais du coup, des jeux plus courts, Braquage à la Parisienne est peut-être plus facile à expérimenter sur. Je pense que Braquage à la Parisienne est plus facile parce qu'effectivement, c'est 10 minutes. Ouais. Ok. Eh bien, peut-être qu'on pourra s'organiser une petite session avec ceux qui sont intéressés pour jouer au jeu, avec Florent. Et puis, donc, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que c'était intéressant. Est-ce que c'était intéressant, Xavier ? C'était intéressant. Non, mais c'est un bon sujet parce que moi, j'ai jamais eu le courage de créer un jeu, mais j'ai tout le temps eu plein d'idées pour créer des jeux. Mais moi, je pars très mal. J'ai des idées de thème, j'ai pas forcément les idées de mécanique. Mais ouais, c'est un truc que je pense que tous les gros joueurs se sont dit, ce serait cool de faire notre jeu, mais c'est bien que certains y arrivent. Après, c'est l'école américaine de commencer par le thème. Tu veux faire un jeu d'horreur qui truc, et puis après, t'essaies de trouver des mécaniques qui tournent dessus, mais c'est là où tu vois la grosse différence entre un jeu dit à l'européenne, où souvent le thème est plaqué, alors quand ça tourne c'est bien, et le jeu américain où en fait. Avec Florent, je pense que la mécanique est bien plus importante que le thème. En fait, le thème, les deux sont importants, mais le thème il est important pour vendre le jeu. Mais ce qui va faire que tu vas kiffer le jeu et que tu vas y rejouer, c'est la mécanique. C'est la mécanique, ouais. Je me rends compte que j'ai pas répondu à une partie de ta question sur si j'avais autre chose dans les cartons. Allons-y. J'ai 3 jeux dans les cartons, je vais juste en dire 2 mots. Donc j'ai un jeu qui sera La Guerre des Ruches, qui est un jeu 2D sur un plateau hexagonal. J'ai Swimming Fools, qui est un jeu de placement et de déplacement de canards dans une piscine colorée. Un jeu de stratégie qui pourra se jouer à 2. Et tu vends du rêve. J'ai envie d'essayer. Et j'ai en tête un jeu de touristes aussi qui recherchent leur chemin dans le métro parisien. Donc ça serait plus un jeu de placement à base de stations et tout ça. Voilà. Et là je me heurte à un autre problème, c'est que je me suis dit que je ferais une carte par station. Ça fait déjà 300 cartes, ça fait déjà 30 balles de rien que les cartes. Du coup,
Il faut que je réfléchisse à autre chose. Tu penses au coup dès la conception, là, attention. Ouais. Bah ouais, parce que je vais peut-être revoir du coup complètement ce que je vais faire. Ça peut impacter. Ça peut impacter. Ok, bah, au plaisir de découvrir ces jeux aussi. Et puis j'espère qu'on pourra t'inviter à une des routes du Rhum les week-ends. Tu pourras nous venir avec tes trucs et puis on jouera tout ça. Puis on te dira si c'est bien ou si c'est pas bien. Ah, ça sera un grand plaisir. On arrive à la dernière rubrique et je crois que c'est pour toi, Xavier. Comme ça, tout le monde aura travaillé sur cet épisode. C'est magnifique. Donc là, il y a ça fait 10 jours que je travaille le sujet en plus. Ouais, 10 jours. Et c'est parti. Donc Xavier, pour le One Game ce coup-ci, tu vas nous parler de Route. C'est un jeu, on en a déjà un petit peu parlé, on n'est jamais vraiment rentré dans le détail, mais après des heures de débat, on a dit qu'il fait partie de ce jeu-là. Donc Route, c'est un jeu asymétrique, on ne le répétera jamais assez, où on peut jouer jusqu'à 6, de 2 à 6 joueurs. Évidemment, c'est beaucoup plus rigolo de 4 à 6 qu'à 2, mais ça tourne quand même plutôt bien à 2. Je passe t'en sur Anne. Si, ouais, c'est intéressant à 2. Ce qui est vraiment rigolo, c'est que des jeux asymétriques, on en a tous fait plein. C'est probablement le jeu le plus asymétrique que je connais. Le concept, c'est des animaux mignons qui s'entretuent dans la forêt pour le contrôle de la forêt. Et chaque clan a des façons de jouer et des conditions de victoire qui sont complètement différentes. Bah, concrètement, tu choisis un peuple, tu as le sous-plateau qui arrive, parce que il y a le plateau principal et chacun a un petit plateau individuel qui t'explique les règles du jeu de ton peuple. C'est voilà. ça. Et qui sont vraiment très très différentes, avec des approches très différentes. Tu peux pas dire j'ai joué à ce truc-là, je sais jouer à Rhodes. En fait, il faut que tu réapprennes quasiment à jouer dès que tu changes de peuple. C'est ça. Il y a quand même une mécanique. Il y a quand même une mécanique. Aurore, journée. En fait, les crépuscules, quoi. Les aurores, les journées, les crépuscules de chaque plateau vont être différents, mais voilà, on arrive à se repérer quand même. Quand on fait sa deuxième partie avec un autre peuple, on n'est pas complètement perdu parce que la plupart des règles, en fait, il y a quand même 60% des règles qui sont partagées avec tous les clans. Tous les combats vont se dérouler de la même manière, etc. quoi, par exemple. Mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Tu disais que tu n'aimais pas les jeux où il fallait jouer plusieurs fois pour comprendre. Route en fait partie, malheureusement. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas t'amuser dès la première partie, dès la deuxième partie, etc. Mais clairement, il faut jouer tous les clans au moins une fois pour comprendre comment contrer un autre clan ou comment on peut gagner avec un clan, tout simplement. Ce qui est potentiellement dissuasif sur les parties de Route quand tu veux rejouer à Route, c'est que si tu rejoues avec d'autres nouveaux joueurs, du coup il y a quand même une phase de présentation du jeu et d'explication des règles qui est colossale, et du coup au bout de la troisième partie, celui qui connaît les règles, il en a un peu marre de le refaire systématiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas le genre de jeu que je vais présenter à des nouveaux joueurs. J'essaie plutôt de trouver des joueurs autour de moi qui ont déjà joué une fois ou je leur fais une partie mais dans l'idée d'en refaire après. C'est un jeu de confrontation directe aussi, hein. Ça c'est important, je pense. Donc c'est un jeu où tu vas choisir des actions à chaque tour, tu vas te développer, globalement tu vas vouloir prendre des points de contrôle. C'est un jeu qui t'incite à ce qu'on se casse la gueule, en fait. Et c'est un jeu, où en fait tu vas jamais pouvoir te développer tranquillement. Il y a de la confrontation en permanence et des confrontations d'une rare violence. Ouais, c'est à chaque fois. Et si jamais j'essaie de t'attaquer, il se passe rien, il se passe un truc, quoi. Nous, on a vu le contre-exemple d'une partie où il y a quasiment pas eu de combat. Ouais. C'était déplorable, mais c'était intéressant quand même. Moi, c'est un jeu que j'adore parce que le thème fonctionne bien, la mécanique fonctionne bien. Effectivement, alors, il est assez joli. Hein. Aussi, il a une espèce Le jeu est super beau. Le jeu est super beau. de charte graphique mignon, cartoon à l'ancienne, un peu. Oh, puis c'est Effectivement, hyper original. il faut les règles, mais si c'est des joueurs qui ont déjà l'habitude de jouer à des gros jeux, sincèrement, ça se passe bien quand même. Alors, je mettrai un petit. Je plaide coupable. Moi, j'ai pas encore accroché. Mais je réessayerai, voilà. Mais pour l'instant, je trouve. Moi, j'aime bien avoir le temps de me développer, prévoir mes plans et tout. Et c'est contrecarré en permanence. C'est épuisant, je trouve. C'est une bataille constante, hein, Route. Ouais. Et puis j'ai des stratégies sur plusieurs tours dans la plupart des cas. Et évidemment, si ta stratégie est sur 3 tours, tu sais pas ce qui va se passer au deuxième tour et ce sera souvent défavorable. Globalement, il y a quand même des grandes lignes, c'est-à-dire comme dans tous les jeux de stratégie,
faut pas être premier trop vite. Faut pas être trop visible tout le temps. Et au moment où faut savoir se cacher pour surgir après. Et comme on est 6, c'est pas évident. Ouais, et puis il y a une des parties que j'ai complètement subie, c'est-à-dire que je pouvais rien faire, il y avait tout le temps en fait, je pouvais prévoir quoi que ce soit, je ne pouvais pas jamais me développer parce que j'avais toujours un bonhomme, un adversaire qui me rentrait dedans au moment où j'avais pas besoin parce que j'étais faible, j'étais machin. Il y a sur la route des stratégies dissuasives pour éviter qu'on t'attaque. Je suis très mauvais ça. Ça consiste à mettre beaucoup de troupes sur une tuile, c'est-à-dire que tu mets 5-6 jetons sur une tuile, il faudra au moins 2 tours si ça se passe bien pour ton ennemi pour te le prendre. Donc il y a quand même des stratégies pour se défendre, pour éviter qu'on vienne tout casser la gueule à tout ton clan. Mais ouais, c'est un jeu de rude bataille dans les sous-bois. Voilà, je pense que globalement tous les joueurs qui ont joué ont de très bons souvenirs de Route. Ça fait pas mal d'animations à la table quand des gens y jouent. Ouais. Donc je le trouve un petit peu cher, étant donné le matériel. Mais il y a une soixantaine d'euros. Si je dis pas de bêtises, mais il y a une. J'ai l'apéro club de Dinard qui essaie de m'appeler, je ne comprends pas. C'est un partenariat que j'essaie de monter, je leur ai donné ton numéro. Ouais, c'est sympa, merci. Ouais, bien commencé quelque part. Ouais, la boîte est un petit peu chère. Après, c'est vraiment un super jeu. Si vous aimez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la boîte, il y a une extension qui est avec, en fait. Ouais, mais je te parle vraiment, en quantité matérielle, je trouve un petit peu élevé le prix de 15 €, quoi. Ouais, je sais pas. Enfin, oui, c'est un jeu qui coûte plus cher. Moi, j'hésitais avant de l'acheter. Je l'ai pas acheté immédiatement, d'ailleurs, même si sur le papier, il avait l'air d'être très bien. Mais j'ai fait une partie à la Route du Rhum, je crois, et je l'ai acheté direct derrière parce que j'ai adoré. Tu l'avais pas acheté avant ? Je crois pas. Comment t'écris Route du Rhum ? Pardon ? Non, c'était une blague. Comment tu écris Route du Rhum ? J'ai joué à la Route du Rhum. Ouais, du coup, oui. Non, mais du coup, je disais 60 €, mais ce jeu coûte 75 €. Ah, c'est cher quand même. C'est cher. Après, est-ce que tu dis que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, mais est-ce qu'il vaut pas mieux un jeu très très joli avec moins de matos qu'un jeu avec plein de matos pas très beau ? Ouais, mais vu le matos qu'il y a dans la boîte, si tu me disais regarde le matos, dis-moi combien il coûte, je t'aurais dit 40 balles. Route, franchement, il y a du matos, il est de qualité, c'est joli, il y a des rangements dans la boîte, ce qui n'est pas souvent le cas dans les boîtes de jeu. Le plateau est grand. Il y a des cartes, c'est pas si déconnant que ça. Non, mais de toute façon, il vaut le coup si tu y joues. Oui, c'est ça. Le nombre de jeux auxquels voilà. Si vous savez avec ce qu'on vous a décrit que ça va vous plaire, et voilà. Vous aurez l'occasion d'y jouer. Il y a des boîtes partout maintenant chez plein de copains. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas capable d'avoir une table pour jouer pas forcément régulière, mais au moins faire plusieurs parties de route. Ouais, mais c'est la base. Ouais. Un investissement parce que c'est un jeu. Le propriétaire devra au moins y jouer au moins 12 fois, quoi. 2 fois chaque clan, quoi. Voilà, merci Xavier, c'est une belle proposition, effectivement. Un beau jeu, je pense, qu'a marqué l'année dernière. Un des jeux auxquels tu as dû le plus jouer l'an dernier. Oui, je pense qu'il sorti en novembre. Va être très joué à la prochaine route. Il y a un goût de reviens-y parce que tu t'es fait poutrer et que tu pensais maîtriser le truc et pas du tout, et du coup la prochaine fois je ferai mieux. Route du Rhum, c'était la première partie de tout le monde, on s'est planté sur les règles et tout. Là, tout le monde va avoir envie de rejouer avec les vraies règles. Ça, Xavier, c'est parce que tu lis pas les règles. Non, c'est pas moi qui ai expliqué les règles, il était pas moi le jeu. Je l'avais pas à la Route du Rhum. Ok, merci Xavier. Du coup, ça clôture un peu cette émission qui a été assez riche. On se retrouvera très bientôt. Je songe à un numéro 2 de la route des chansons nulles, parce qu'on s'est beaucoup amusé à faire le premier. Florent me regarde, mais oui, on a enregistré une émission où on parle de chansons nulles. Moi j'ai une question, si on fait un truc sur les films et que j'impose un film, t'es obligé de le regarder, c'est ça ? Ouais, bah oui. Ah, je vais trouver des films. Ouais, donc notre ciné-club, on a fait un spécial Willow, et là on va normalement on enregistre la semaine prochaine ou dans 2 semaines sur le quai des Orfèvres, donc le film de 1946. Prévois un Sharknado 4. Sharknado, je l'ai pas listé, je l'ajouterai, mais donc vous pouvez écouter ça aussi, et puis on aura une histoire des... Xavier, excuse-moi. Oui, tu disais. Non, c'est Johan qui disait. Je disais la moussaka géante, c'est pas mal aussi. Ouais, mais j'aime bien. Et l'attaque des tomates tueuses avec George Clooney, excellent.
Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien, jouez bien, et puis on se retrouve bien vite en vrai, en physique désormais, ou à travers des haut-parleurs. Salut tout le monde, merci Florent. Ah bah merci à toi surtout. Et Merci. merci Johan. Donc on fera un épisode aussi spécial Johan, je pense, une émission complète. Tu me dis quand t'es prêt. Salut les amis. Allez, salut tout le monde. Salut. Salut à tous. Salut.